Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Charlemagne SGBEDJI, Afro-brésilien et processus de patrimonialisation dans le sud du Bénin. De la fin du XIXe siècle à nos jours, 2022. Guy Saturnin TSE accent aigu TSA, Guide pratique de la saisie immobilière en droit OADA, 2022. Benemar BINASSOUAYEHOUESSI, l'impôt en Afrique de l'Ouest francophone. L'exemple du Bénin, 2022. Fatoumata Kaba, le droit minier et le droit au développement des communautés autochtones. L'exemple de la Guinée, 2022. Nico Chambouy MUAMBI, l'impact de la décentralisation sur les municipalités en Afrique. Stratégie de développement local à Cloué-Cambrai, Bénin, 2022. Joseph Zidi, Histoire et usage du nom Congo, essai d'interprétation onomastique, 2022. Mohamed Ousmane Keita, Le Mali, l'état inachevé, 2022. Dominique Oba et Hilaire Kevin NZOUSSI, Histoire de la République du Congo de 1958 à 2017, 2022. Saliou Dibaba Diallo, Vieillir en migration. Le cas des Soninké, 2022. Jean-Luc MOUTHOU, Hilarion Begel MIZHAIRE, Pointe-Noire, Dynamique spatiale et équipement urbain au Congo, 2022. Benjamin N. Laurence, les accent aigu WE accent aigu sous le joug français. Le colonialisme périurbain au Togo, 1900 à 1960, 2022. Justo BOLEKIA BOLEKA, Repenser la francophonie en Afrique, 2022. Ils dirent au cheval, où vas-tu? Il dit, seul la bride le sait. Proverbe Peul. Préface. Birama Diop me fait l'honneur de me demander une préface. Ayant été le directeur de sa thèse qu'il présente dans cet ouvrage, je voudrais la commencer en disant tout le bien que je pense de lui. Monsieur Diop est venu me voir sur le conseil d'Étienne Tassin, regretté collègue trop tôt disparu, qui avait déjà en partie cadré la problématique. Monsieur Diop avait déjà avancé seul, au Sénégal. C'est d'un pas décidé qu'il est venu frapper à la porte de l'université française, pour passer la vitesse supérieure, animé du sentiment de devoir enrichir son travail par les ressources bibliographiques disponibles dans les bibliothèques françaises. Le moment était venu, il était suffisamment aguerri. Arrivé dans l'Hexagone, cette résolution n'a pas faibli. Monsieur Diop a trouvé du travail, comme professeur de philosophie contractuelle à Limoges, puis à Nantes. J'ai été impressionné par la vitesse avec laquelle le manuscrit a été rédigé, au cours d'une seule année. Sur le fond, le travail proposé explore une même problématique, les sources de la légitimité, généralement organisées de manière claire et précise. Le matériau mobilisé est ample et divers. Monsieur Diop impressionne par la diversité des sources sollicitées, l'apport sociologique étant mis au service d'une analyse des concepts. La légitimité est interrogée à la fois en tant que condition d'obéissance et exercice démocratique du pouvoir. Cette légitimité est interrogée de manière privilégiée au niveau de l'espace national étatique, cœur de l'analyse de M. Diop, soucieux d'éclairer les causes des déficits chroniques que connaissent les cas étudiés en ce domaine. Mais elle est également saisie à l'échelle infranationale ou infra-étatique, à l'exemple des cousinages à plaisanterie ou des ethnies, ainsi qu'à l'échelle supranationale ou supra-étatique, avec un examen systématique des diverses influences qui se jouent à cette échelle. La nature discursive de la légitimité que propose M. Diop le conduit à insister sur l'importance des croyances partagées, rejoignant par là ce que Kant appelait les croyances raisonnables et qu'il plaçait au fondement de l'ordre commun. Cet angle d'analyse lui permet de naviguer entre plusieurs catégories qui font usuellement problème. Le moderne, la tradition ou encore le religieux. M. Diop nuance en pratique les catégories proposées par Weber, tradition, bureaucratie et charisme.
Les croyances partagées peuvent en effet relever de la tradition au sens de ce qui structure et par là fonde l'univers culturel d'un collectif humain, ses repères partagés les plus évidents qu'ils soient historiques ou géographiques. Mais, elles sont également en jeu dans les règles de la bureaucratie, pour autant que celle-ci est ancrée dans la dimension juridique du culturel. Le charisme ne peut éviter d'y puiser. Monsieur Diop souligne ainsi le rôle des chefferies dans la construction contemporaine de la légitimité. Le religieux fait également partie des croyances partagées, tout comme dans les États occidentaux. Monsieur Diop ne laisse aucun aspect de la problématique lui échapper. Enfin, l'angle adopté de la légitimité comme croyance partagée permet de revenir sur les spécificités de l'ordre juridique oral, à l'exemple de l'importance accordée à la parole donnée qui revêt dans le contexte africain un sens très différent de celui des sociétés plus fortement basées sur l'écrit. Se situant dans une tradition que l'on pourrait dire dé- ou postcoloniale, Monsieur Diop souligne tout ce que l'Afrique doit à son histoire et à la responsabilité de la colonisation. Et il montre également combien les sociétés humaines sont similaires partout dans le monde, qu'elles soient développées ou non. Les enjeux de pouvoir se jouent dans des coordonnées qui sont universelles et donc intelligibles. On discerne enfin dans ce travail un parti pris qui affleure. Celui que les sociétés postcoloniales trouvent enfin, la paix, la prospérité et la concorde par la légitimité de leurs institutions. Fabrice Flippo, professeur de philosophie sociale et politique, de philosophie des sciences. Introduction. Il n'y a pas de peuple sans croyance, pas plus qu'il n'y a de maison sans architecture et sans ciment. Grâce aux croyances générales, les hommes de chaque époque sont entourés d'un réseau de traditions, d'opinions et de coutumes au joug desquelles ils ne sauraient échapper et qui les rendent toujours un peu semblables les uns aux autres. Les valeurs et cette vision qu'une société a d'elle-même constituent les fondements du sens social que se donne une société à un moment donné. Elles correspondent au concept de représentation collective, d'idéologie ou de conscience collective objectivée. Pour donner sens à leur identité personnelle et collective, les individus ont besoin de références convaincantes à des normes et des valeurs, des modèles, des traditions et des souvenirs. La légitimité du pouvoir est culturellement, socialement, psychologiquement et mystiquement ancrée. Elle est liée à la perception et à la vision qu'un groupe a de l'autorité et de lui-même, à un moment donné. Elle évolue en fonction des structures sociales et avec le temps. Ce sont les interprétations des valeurs et les significations qui leur sont données par les acteurs politiques qui fondent l'adhésion et donc la mobilisation d'une source de légitimité et qui nourrissent l'imaginaire individuel et collectif. Tout acteur social, nous dit Philippe Brault, a besoin de s'appuyer sur elles pour se donner des objectifs et poursuivre quelques desseins. Elles deviennent alors un paradigme pour mesurer ou évaluer la légitimité du pouvoir politique. Officiellement partagées, les valeurs contribuent puissamment à la construction d'un lien social en masquant les clivages diviseurs. Surtout, en tant que mode de légitimation a posteriori, elles contribuent à la construction d'une cohérence apparente des comportements personnels ou institutionnels. La légitimité signifie alors concordance entre un pouvoir concret et un paradigme qui signifie modèle culturel du pouvoir. À partir du moment où les valeurs apparaissent comme étant largement intériorisées par les groupes, ces valeurs deviennent légitimes et les gardiens de ces valeurs ont en main un pouvoir rationnellement fondé. Ainsi défini, et en tant qu'outil scientifique, le concept de légitimité n'implique pas de position théorique quant au sens de l'effet de concordance, que les normes de légitimation soient produites par le pouvoir en place ou que celui-ci en soit l'émanation. S'il n'y a pas de concordance, mais de décalage ou de distorsion, le pouvoir est perçu comme illégitime, il ne correspond plus aux exigences de certains gouvernés. La légitimité, qu'elle trouve son fondement dans l'immanence ou la transcendance, est une qualité assumée par le pouvoir. À charge pour lui de renvoyer à la collectivité, qu'il incarne l'image de la cohérence et de la cohésion. Le pouvoir représente, cela signifie qu'un individu ou un groupe se pose comme le porte-parole de l'ensemble. Mais le pouvoir représente aussi en tant qu'il met en spectacle l'univers dont il est issu, et dont il assure la permanence. La légitimité met donc ainsi en présence le chef et ses sujets, car la légitimité du chef doit être reconnue par les sujets. Ici,
réapparaît une réciprocité qui pose le problème de l'insertion du chef dans le groupe social. La notion même de chef implique une volonté de puissance. Volonté qui n'entend pas nécessairement exiger la subordination du groupe à ses caprices ou à ses intérêts. Le chef peut guider le groupe vers un idéal, assurer sa protection, veiller à son bien-être. En cela, il répond à un besoin social de coordination et de direction. C'est ainsi que l'on a pu parler de son assise sociale. S'il dirige le groupe, le chef en est également l'émanation et l'interprète. Il exprime en un certain sens la structure et les tendances du groupe, et cela quand bien même il ne serait pas élu par ce groupe. Il faut nécessairement un minimum d'acceptation de la part des gouvernés, un minimum de sympathie, pour que la communauté politique puisse fonctionner de manière durable et stable. Le caractère commun à toutes ces foules artificielles, la preuve de leur bonne santé, demeure toujours et partout un système de croyances. Il les cimente, les tient ensemble et leur permet de mobiliser les hommes jusqu'à leur demander le sacrifice de leur vie. Un meneur ne saurait fonder et diriger un tel parti, nécessaire à sa tâche, s'il ne possède pas un tel système. Car les masses n'agissent que par moesse par une croyance et les croyances n'existent que par les masses. Le pouvoir n'est donc pas une qualité inhérente aux individus, mais apparaît sous un aspect essentiellement théologique. Il est caractérisé par sa capacité à produire des effets par lui-même, sur les personnes et sur les choses. Tout système de pouvoir est un dispositif destiné à produire des effets, dont ceux qui se comparent aux illusions créées par la machinerie du théâtre. Le détenteur du pouvoir doit se comporter en acteur politique, afin de conquérir et conserver le pouvoir. Son image, les apparences qu'elle produit, pourra alors correspondre à ce que les sujets désirent trouver en lui. Il ne saurait gouverner en montrant le pouvoir mis à nu, et la société dans une transparence révélatrice. Le consentement résulte pour une large part des illusions de l'optique sociale. C'est le rôle et lui seul qui est grand et légitime. L'individu est là pour lui donner vie, pour accomplir ce que le rôle prescrit. Il faut certes un prêtre pour dire la messe et un président pour donner un visage et une voix à la République, mais cette incarnation oblige à un effacement complet de la personne. La contrainte d'exemplarité est telle que l'individu est en permanence obligé de se censurer, de faire taire en lui les expressions d'individualité. Cela revient à dire que le pouvoir a pour but de permettre l'efficacité de l'organisation. Dans ce sens, il est attaché à la fonction et non à la personne. À la limite, les personnes sont interchangeables. Leur personnalité, leurs qualités propres disparaissent devant la nécessité d'adopter le comportement social, culturel et religieux exigé par l'organisation sociale. Le pouvoir politique représente, dans toutes les acceptions du terme, la société qu'il gouverne. Il se montre comme son émanation, il en assure la présentation à l'extérieur, il lui renvoie une image d'elle-même idéalisée et donc acceptable. C'est ainsi que pour Machiavel, le peuple ne fait pas de distinction entre le paraître et l'être. Il est plus sensible aux apparences que le prince adoptera à bon escient. Les hommes en général jugent plutôt aux yeux communs, car chacun peut voir facilement mais sentir bien peu. Tout le monde voit bien ce que tu sembles, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. Tout pouvoir politique obtient finalement la subordination, par le moyen de la théâtralité, ou de la mise en scène. Et la scène politique africaine apparaît comme un laboratoire extraordinaire, où on peut puiser tous les éléments nécessaires pour comprendre le rapport entre pouvoir et légitimité. Il est donc certain que l'étude des systèmes africains traditionnels exerce une influence considérable sur l'État africain moderne. Ainsi, pour saisir le rapport entre pouvoir et légitimité, il est donc nécessaire pour nous de prendre des exemples pertinents, tirés des systèmes traditionnels et modernes pour saisir les véritables enjeux du concept de légitimité qui s'avère être au début et à la fin de toute acceptation du pouvoir politique. Nous verrons donc tout au long de notre travail que seul un exercice du pouvoir basé sur les différentes sources de légitimité peut transformer cette prélégitimité en légitimité. La légitimité du pouvoir est mesurée par rapport au degré d'implication de l'État, aux différentes croyances sociétales. Elle est culturellement, socialement, psychologiquement et mystiquement ancrée. La manipulation symbolique des croyances, valeurs religieuses, traditionnelles et ethniques,
mystique et psychologique, est l'un des principaux fondements et stratèges politiques de l'État africain dans sa dynamique de légitimation du pouvoir politique. Nous évoquerons ensuite que l'État africain, comme tout autre, se trouve au cœur de plusieurs instances légitimatrices internes ou externes qui exercent une forte influence dans le processus d'acceptation du pouvoir politique. Chapitre I. L'État africain et la légitimité du pouvoir, politique par les croyances partagées, la dimension symbolique du pouvoir. 1. Tradition et légitimité du pouvoir politique en Afrique. En Afrique, comme ailleurs dans le monde, la tradition représente une source de légitimité pour le pouvoir politique et cela à tous les niveaux d'administration, nationale, provinciale et locale. Elle est un vecteur important pour la production d'un imaginaire collectif et d'un patrimoine de valeurs communes. Quand elle est pleinement effective, la tradition, comme toute autre source de légitimité, échappe à l'ordre rationnel et donc au débat en cours sur les manières d'organiser et de gouverner. Elle devient tout simplement une routine, une manière habituelle de faire les choses. Un peuple est un organisme créé par le passé. Comme tout organisme, il ne se modifie que par de lentes accumulations héréditaires. Comme force de pérennité des pratiques ancestrales, la tradition trouve son fondement dans le lien profond entre le passé et l'action présente. Elle a une dimension mythique qui consolide le groupe humain. La tradition est à la fois l'âme et l'esprit d'un peuple pour qui elle définit la même vision du monde, et élabore les mêmes comportements et les mêmes attitudes face à la totalité de la vie. De ce fait, les sociétés les plus rationnelles ont aussi des traditions auxquelles elles se réfèrent en accordant à leurs origines un caractère sacré, comme si la raison elle-même ne pouvait se passer de rentrer dans un récit. Les vrais conducteurs des peuples sont ces traditions. Et comme je l'ai répété bien des fois, ils n'en changent facilement que les formes extérieures. Sans tradition, c'est-à-dire sans âme nationale, aucune civilisation n'est possible. Très profond, comme tout ce qui s'enfouit dans l'âme d'un individu ou dans la mentalité collective d'un groupe, le facteur culturel est intimement lié à la conception négro-africaine du monde. Le raisonnement de l'Africain est de type régressif. À partir de ce constat, on a pu dire que l'Africain vit dans le présent, retourne vers le passé et ne s'occupe guère de l'avenir. L'Africain entretient naturellement avec sa tradition un rapport foncièrement passionnel, voire hystérique. Il a toujours cette tentation, presque toujours irrésistible, de sacraliser des attitudes, des usages, des habitudes qui sont spécifiques à sa communauté. Ce monisme explicatif, résultat d'un raisonnement fondé sur le déterminisme culturel, conduit ainsi à ce que les sociologues appellent la surdétermination d'un facteur. Ainsi, en Afrique, avoir recours à la tradition, c'est chercher un principe de validation au moyen d'une durée et d'une mémoire. En cela, quelque opposée que soit la tradition à la raison, elle doit en remplir une fonction, celle de constituer un fondement au sens d'une légitimation. À travers des processus de socialisation élargie, la population en vient à considérer ces rituels, pratiques et symboles comme évidents, inscrivant ainsi des ordres institutionnels établis, y compris celui de l'État, au sens du naturel. Cela signifie qu'il est donc indispensable que les détenteurs du pouvoir politique aient une bonne image auprès du peuple. Ce faisant, pour que le peuple se reconnaisse en eux, ils sont tenus de respecter au moins en apparence ses croyances morales, culturelles et religieuses. Comme l'écrivait Hérodote, tous les hommes sont convaincus de l'excellence de leurs coutumes. Il n'est donc pas normal pour tout autre qu'un fou du moins, de tourner en dérision les choses de ce genre. Pour Max Weber, parmi les 3 types de domination légitime, existe un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sacralité des traditions. Nous pouvons donc reconnaître une autorité, parce qu'elle représente et respecte des traditions vénérables auxquelles nous sommes attachés. Symboles et sages traditionnels sont des traits essentiels de la vie sociale et politique de tout État. Ils permettent de justifier les actions, révèlent les attentes et aident à légitimer le pouvoir politique. Les dirigeants en quête de légitimité font de leur mieux pour se les approprier, afin de renforcer leur pouvoir. Ce qui fait dire à Massaer Diallo que le recours à la culture ancestrale s'inscrit normalement dans la recherche par toute politique étatique intelligente des voies et moyens, idéologiques en général, pouvant susciter ou forcer mentalement comme un rappel culturel à l'ordre, l'assentiment et ou l'obéissance des citoyens.
Et cela, le premier président du Mali, Modibo Keïta, l'avait bien compris. Lui qui avait un projet de société communiste, avait été accusé par ses détracteurs de vouloir saper les fondements de la société traditionnelle. Mais les habitants Bamanoan de Dugouba, cousins des Keïta, ont témoigné de sa fidélité aux traditions ancestrales. En effet, il est interdit aux Keïta de rentrer dans le village de Dugouba, de crainte qu'ils perdent la vue, tant le Djo les liant au village est puissant. Et on sait que loin de se rendre au village de Dugouba, M. Keïta se faisait bander les yeux chaque fois qu'il s'en approchait pour ne pas le voir, donc il n'y pénétrait point. Les habitants de Dugouba, qui racontent toujours cette anecdote, soutiennent leur allié car selon eux, un tel comportement prouvait son respect des traditions. En plus de cela, l'invocation des rites et symboles rappelle au peuple son identité, son sens d'appartenance, sa loyauté, son rôle et sa place dans une communauté donnée. La tradition joue donc une fonction politique indéniable, car en faisant référence aux valeurs culturelles traditionnelles, c'est comme si on s'invitait à vivre un passé en se donnant une image de continuité. La tradition est ce qui permet de transmettre du sens, de désigner une certaine vérité de ce qui se vit dans le temps, à travers une accent aigu interrogation du passé par le présent. Au Burundi, la figure du Mwami, à la tête de l'organisation politique du Burundi précolonial, est réactualisée en même temps que les références à l'Umuganuro, fête des prémices et des semailles, et aux Imiryango ou clans, entité de base de la société traditionnelle burundaise. En inscrivant sa présidence dans le cadre de cette tradition, le président Pierre Nkurunziza s'érige en défenseur des vraies valeurs des Burundais et de la dignité de son peuple, comme un pourfendeur du néocolonialisme. La tradition est un dépôt plus ou moins sacré, héritage moral, littérature artistique, militaire religieuse, à transmettre aux générations nouvelles. Par la pression qu'elle exerce sur les individus, elle est une source importante de légitimité étatique. Comme le rapporte Dominique Darbon, la notion de tradition recouvre un vaste et complexe éventail de croyances et se trouve au fondement d'organisations politiques et sociales. Il est fréquent que les gens accordent leur confiance et leur soutien à tel ou tel dirigeant, parce qu'ils voient en lui un représentant de la tradition. Ainsi, les actes de légitimation peuvent se lire dans les comportements, les attitudes, les rites et autres cérémoniales qui puisent leur légitimité dans la tradition. C'est pour cette raison que certains chefs d'État cherchent à s'approprier les attributs des chefs coutumiers pour légitimer leur pouvoir. Ils tentent alors d'associer leur image à celle de l'autorité traditionnelle. Les visites du président togolais, Gnassingbé Eyadema, à l'intérieur du pays, notamment dans le nord, sont souvent l'occasion de lui conférer des insignes du pouvoir du chef traditionnel. L'ample boubou avec le bonnet assorti, les larges sandales et surtout le bâton symbole de commandement. C'est affublé de ces attributs que l'on voit le chef de l'État en visite au pays Bazar, assistant à la fête traditionnelle de Dipontre, ou au pays Tiokosi, où il est même monté dans une guérite chamarrée transportée à dos d'homme. Singulièrement attaché aux traditions locales, il ne ratait jamais aussi les Evalas, ces tournois de lutte d'initiation en pays Kabaye, son village d'origine. Les conclusions de David Apter montraient, à propos de Kwame Nkrumah, que si le leadership du chef de l'État nouveau est de type charismatique, l'efficience du charisme gît dans le fait qu'il satisfait les mêmes réquisites fonctionnels du leadership que satisfaisait dans le passé le leadership traditionnel. L'art assenti fut pour KWME Nkrumah une source d'alimentation privilégiée de son imagerie politique. Outre ses nombreuses apparitions à l'Assemblée ou aux Nations Unies en Kente, le tissu traditionnellement associé à l'autorité du souverain Ashanti, des objets d'art Ashanti accompagnaient Nkrumah lors de certaines processions, tandis qu'un porteur d'épée et des ombrelles renforçait l'association entre la figure du président et le pouvoir du roi. À l'investiture du président Nana Akufo-Addo, de l'accueil à Koto-Kao International Airport jusqu'à la place de l'Indépendance, la culture de l'authenticité ghanéenne était au rendez-vous. Le nouveau président a utilisé les codes vestimentaires d'intronisation d'un roi en pays Ashanti. Il s'était ainsi revêtu d'un magnifique pagne kente, tissé pour l'occasion avec une canne royale, et il avait en guise de fauteuil un magnifique siège royal Ashanti. Félix Houphouët-Boigny n'hésita pas non plus à déployer la symbolique et l'iconographie à Cannes, sur les supports de l'imagerie nationale ivoirienne.
À l'occasion du 8e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'administration émit un premier timbre représentant le sacrifice de la reine Abla Pokou qui, selon le récit fondateur baoulé, serait à l'origine de l'installation de ce peuple sur l'actuel territoire ivoirien. En outre, le recours à la tradition est un moyen pour retenir les puissances centrifuges. La tradition est efficace pour assurer l'intégration culturelle et politique, parce qu'elle suppose des valeurs communes. C'est pourquoi, toute mise entre parenthèses de la tradition, dans le domaine sociopolitique, aboutit tôt ou tard au rejet du pouvoir. Ce qui nous autorise à dire que l'État, pour se faire accepter par une communauté donnée, a besoin systématiquement de s'approprier de ses valeurs culturelles et de s'ériger comme défenseur ultime de son patrimoine historique. Le recours à l'imaginaire traditionnel, de la part du président poète Senghor, ne relevait pas simplement d'un penchant intellectuel pour les références culturelles. Son intention était de réussir dans l'exercice de ses fonctions de chef d'État en utilisant le pouvoir de la tradition, en restant dans les coutumes, dans les traditions culturelles. Voilà un exemple assez pertinent. Le MFDC a été un des principaux diffuseurs d'un traditionnalisme politique, insistant sur sa fidélité à la culture diola. Mais la contribution de l'État sénégalais n'a pas été moins forte. Au lieu de se draper dans l'orgueil jacobin et modernisateur qu'on lui prête trop facilement, l'État a lancé une véritable contre-guérilla culturelle, disputant au MFDC le contrôle symbolique des héros traditionnels casamançais et en particulier diola. Le premier de ces héros est d'ailleurs une héroïne, Aline Sitoé Diatta, précisément une prêtresse prophétesse qui aurait été pendant la Deuxième Guerre mondiale, une opposante farouche au régime colonial, arrêtée et déportée au Soudan français par les autorités coloniales, son destin longtemps mal connu. Elle est en fait morte en exil, fait l'objet d'une controverse, certains séparatistes supposant Aline Sitoé en vie et exigeant son retour ou au moins une enquête. Dakar s'est empressé de donner suite et de renommer un certain nombre d'édifices publics en son honneur. Le conflit a donc contribué à faire de la tradition un registre ultra-légitime, aussi bien du côté du gouvernement que du côté des rebelles. Cela explique par exemple qu'en 1994 Robert Sagna, ministre diola, pourtant alors au fait de sa puissance, ait décidé de subir l'initiation animiste. Alors que jusque dans les années 1980, les diolas chrétiens rejetaient souvent l'initiation comme une pratique païenne. Le respect pour la tradition diola est donc devenu un marqueur incontournable de légitimité politique. C'est parfois, pendant les périodes de crise que certains États africains ont cherché dans le retour aux pratiques traditionnelles un moyen de renforcer leur popularité. C'est ainsi qu'au Tchad, le président François Tombalbay déclenche en juillet 1972 sa première révolution culturelle qu'il baptise Tchaditude. La Tchaditude promeut le retour à l'authenticité africaine, le rétablissement des chefferies traditionnelles et l'exaltation du rite d'initiation traditionnel. Le Yondo, rite particulièrement difficile et éprouvant. Les nombreuses balafres qui zèbrent le visage du désormais Ngarta Tombalbay sont un témoignage de la dureté de ce rite. Selon Ngarta Tombalbay, ce rite a pour finalité de réaliser une intégration, une socialisation des jeunes dans un contexte tchadien. La décision prise le 3 février 1974 par le général Eyadema, de troquer son prénom chrétien, Étienne, considéré comme importé, contre celui de Gnassingbé, marque une étape importante. Elle intervient dès son retour à Lomé, le 2 février 1974, après son accident d'avion à Sarakawa, comme une réaction aux agissements des impérialistes. En 1976, le président équato-guinéen, Francisco Marcia Nguema, impose que tous les noms d'ascendance espagnole soient transformés afin de reprendre leur identité africaine. Pour être en cohérence avec cette loi et donner l'exemple, il change son nom pour Mazi Nguema Biogone Gendong. L'instrumentalisation de la tradition dans le processus de légitimation du pouvoir politique. Pour asseoir leur autorité politique, certains États africains n'hésitent pas à invoquer la structure traditionnelle et son modèle politique, centralisation du pouvoir, refus de l'attenance au pouvoir et d'autres pratiques pour justifier leur autorité politique. C'est le cas du président Blaise Compaoré, lorsqu'il affirme qu'il est un bon médiateur international, parce qu'il connaît la culture africaine,
que chaque pays a sa propre dynamique et que le Burkina Faso doit poursuivre une préparation progressive à la démocratie. Cette idéologie culturaliste permet de repousser l'alternance aux calendes grecques et de justifier un parcours où la réformation permanente est devenue le mode d'organisation et de gestion du pouvoir. Comme en témoignent ces différentes cérémonies d'investiture qui ressemblent fortement au cérémonial d'intronisation des chefs Mossi. Cette instrumentalisation politique de la coutume est destinée à diffuser l'idée selon laquelle le chef de l'État doit régner à vie. Houphouët-Boigny transposait à la Côte d'Ivoire moderne les institutions baoulées relatives à la représentation du chef. Il a ainsi habilement, entre les références aux cultures africaines, en particulier baoulées, justifié le maintien de sa position comme chef incontesté qui doit conserver le pouvoir à vie. L'érection du camp sommaire de Berengo, par Bokassa Ier, en cour ancestrale, témoigne du désir de donner à la monarchie impériale une légitimité traditionnelle par l'évocation d'un passé familial revalorisé. Idriss Déby, dans sa façon d'exercer le pouvoir, s'est beaucoup inspiré des royaumes. Dans ses actes, il semble être plus un roi qu'un président de la République. Il a créé un sultanat à son frère, et la canne qu'il porte symbolise cette allure monarchique de son pouvoir. Mobutu utilise le passé récent du pays comme un repoussoir, légitimant sa remise en ordre autoritaire. Pour justifier son pouvoir absolu, il invoque la tradition des chefferies en terre bantoue conformément au vieux proverbe « Il n'y a pas de place pour deux chefs sur la peau de léopard ». Il se voit et se comporte comme le chef de village national. L'invocation de la coutume est un alibi commode et largement abusif pour justifier son ordre autoritaire. Dans cet esprit, Mobutu se façonne un look de chef coutumier. Il se coiffe d'une toque de léopard. Il en possède une dizaine, en offre à ses hôtes de marque, priés de les arborer, comme Valéry Giscard d'Estaing, lors de son voyage officiel au Zaïre, en août 1975. Il tient sa légendaire canne sculptée à double tête d'oiseau que lui ont remise des chefs de la province de Bandundu. Mobutu manie sa canne comme sceptre, symbole d'autorité. Lorsqu'il l'abat sur le sol, chacun doit se taire et l'écouter. C'est ainsi, par exemple, que s'exprimait le Dr Banda, président de la République du Malawi, dans son discours d'ouverture du Parlement, le 17 décembre 1971. Je sais que dans d'autres pays, il y a une rigide séparation des pouvoirs. Dans certains, elle est prévue par les textes, dans d'autres, c'est une question de pratique. On suppose ainsi qu'il doit exister une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif n'a juridiquement qu'un rôle limité, il en est de même pour le législatif et le judiciaire. Selon la coutume et son système de gouvernement, le chef est un chef, il est le commandant militaire. Il est le général de son armée en temps de guerre. Il est le chef de la justice quand l'occasion s'en présente. Il ne peut pas dire « Je suis l'exécutif, cela ne me regarde pas ». Ce n'est pas la voie africaine, ce n'est pas la conception africaine. De son côté, le général Mobutu déclare « La conception traditionnelle du chef se caractérise par la cristallisation de toute la vie sociale, politique, administrative autour de sa personne prestigieuse, apte à exprimer les aspirations du groupe, à s'identifier à lui et à définir ses objectifs. » De même, l'identification du chef et du peuple est invoquée. Ainsi, en 1969, dans son rapport de politique générale au congrès du parti, L.S. Senghor, invoquant la tradition, déclarait « Tout n'est pas rejeté dans la conception négro-africaine où le chef représentait son peuple et à ce titre était un père. » On rejoint ici l'idée selon laquelle les relations sociales sont d'ordre familial, supra. D'où il suit que le chef d'État est en réalité plus père que chef. De La Vignette soulignait ce retour au passé lorsqu'il écrivait « Ils récupèrent leur authenticité africaine en se conduisant en chef de famille, en nouveau père de l'Afrique restituée. » Cela nous autorise à dire que les structures politiques africaines, dites traditionnelles, déterminent parfois le fonctionnement voire les résultats du jeu politique. En définitive, la tradition c'est aussi une autre manière de faire de la politique. Le recours culturel est assez logiquement un objet de légitimation du pouvoir politique. Autrement dit, la tradition peut faire l'objet d'une manipulation de la part des autorités politiques en déficit de légitimité pour gagner l'amour et la sympathie du peuple. Elle pourra jouer le rôle d'opérateur imaginaire, de lien fatique.
La légitimité du pouvoir vient d'une confiance dans la tradition, c'est-à-dire de l'autorité reconnue au passé, à l'expérience des anciens tenus pour les meilleurs connaisseurs de la tradition de ce qu'il faut faire. Le fondement du pouvoir demeure donc une croyance, la croyance en la valeur de la tradition. Cette croyance est opinion commune, Alltagsglauben. Elle fonde l'obéissance aux représentants de la tradition. Le lien reste strictement personnel. Les sujets s'abandonnent au chef. Par exemple, l'histoire coloniale des 4 communes faisait souvent appel aux traditions pour légitimer sa lutte contre les aristocraties sénégambiennes ou les marabouts guerriers. Par exemple, les colons français ont fait naturaliser Faidherbe en lui attribuant le patronyme Wolof de Ndiaye. Ce patronyme sénégalais a en quelque sorte créé un lien fatique entre Faidherbe et la population locale. Nous pouvons citer également l'exemple du président guinéen Sékou Touré. Il est arrivé au pouvoir en jouissant d'une popularité et d'une légitimité politique incontestable. Mais confronté à de graves problèmes politiques, économiques et ethniques, il a fait usage, avec succès, des symboles politiques historiquement reconnus. Par exemple, il fait rapatrier les restes des 2 grandes figures de la résistance contre l'occupation coloniale française en Guinée, Almami Samori Touré et Alpha Yaya, qu'il a fait réinhumer en Guinée. Chaque fois que son nom était prononcé, toute une liste de titres s'ensuivait, de la même manière que les pouvoirs d'un être surnaturel pouvaient être provoqués par des griots malinqués traditionnels, déclenchant des applaudissements. Au-delà des influences, plus ou moins fortes, que les structures traditionnelles peuvent avoir sur les processus démocratiques en Afrique, il faut s'interroger à nouveau sur le poids et le mode d'intervention du passé dans la réalité contemporaine de l'Afrique. La connaissance du passé aide à comprendre le présent et à baliser les voies du futur. Sans doute, comme le souligne J. Kizerbo, pour changer le monde, il ne faut pas compter sur le passé, il faut savoir rompre. Mais il ajoute, mais en comptant toujours sur le passé. En fait, comme le souligne Achageri, il n'y a pas d'avenir qui ne s'appuie sur le présent. Mais le présent lui-même s'adosse au passé. Il ne s'agit là que de la bonne vieille vérité que le passé, comme le dit fort bien Paul Valéry, plus ou moins fantastique, agit sur le futur avec une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.